Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons faire un focus sur la fiscalité de ce qu'on appelle les ultra-riches, en lien avec une commission d'enquête qui se tient à l'heure actuelle. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Dambre. Bonjour Benoît. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit fiscal chez Andersen. Il se tient une commission d'enquête relative à, je cite, l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés et à leur contribution au financement des services publics. La question derrière, c'est est-ce que les personnes qui gagnent le plus en France contribuent suffisamment au financement du service public français? Qu'est-ce qui se joue derrière cette enquête d'un point de vue fiscal mais aussi économique, Benoît? Alors ces débats ne sont pas nouveaux, et ils ont été à l'ordre du jour, ils ont fait l'actualité en fin d'année dernière dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 déjà. Bien sûr, oui. Ça a d'ailleurs été beaucoup commenté, on a parlé de taxe Zuckman, de pacte Dutreil ou autre. Oui. Tout à fait, mais je pense que c'est important de rappeler en préalable des évidences, c'est-à-dire on parle de quoi lorsqu'on parle des hauts revenus? On est dans un pays, et de contribution de ces hauts revenus aux finances publiques, on est dans un pays où, et c'est un rapport de l'INSEE qui le rappelle de 2023, les écarts entre les 10% les plus riches et les 10% les moins riches sont de 1 à 18 avant redistribution et de 1 à 3,49 après redistribution et mise en place des politiques publiques. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France aujourd'hui, à l'heure où on parle, on est dans l'un des pays les plus redistributifs de la planète. Donc ça, c'est important de refixer ce cadre, parce que sinon, on perd un peu ses repères. Ça veut dire quoi? C'est un faux débat, finalement, de se poser la question de la contribution fiscale des plus riches, puisqu'il y a déjà un système de redistribution qui fonctionne bien? Alors, le système fonctionne parfaitement, et je pense que ça, c'est pas très contesté. Voilà. Ensuite, il y a en France un nombre d'ultra-riches, comme on dit, on vise les 13 000 familles. Et en réalité, le constat, c'est qu'on n'en a pas assez. D'accord. Et qu'on ne peut pas raisonner dans un vase clos. Donc, pour redistribuer, il faut produire d'abord. C'est le b.a.-ba en économie et en fiscalité. Et donc, ces débats-là doivent être recadrés et expurgés de leur biais idéologique. Sinon, on ne peut pas s'entendre. Est-ce que le questionnement est légitime selon un avocat fiscaliste comme vous? Alors, le questionnement, il est parfaitement légitime, et le débat, il doit être ouvert et abordé sans problème. Le vrai débat, c'est le débat de l'optimisation. D'accord. Et là aussi, il faut rappeler quelque chose de fondamental. On confond souvent, y compris dans le débat public, optimisation et fraude. L'optimisation, c'est le choix de la voie la moins taxée, quand on parle d'optimisation fiscale, et c'est parfaitement licite et légitime. C'est l'utilisation de dispositifs existants. Oui. Voilà. Légaux. En réalité, il y a trois grandes branches dans ce qu'on appelle l'optimisation. Soit vous avez des revenus qui sont exonérés, et donc ça a été pris en compte par la contribution différentielle sur les hauts revenus, donc c'est déjà assez largement adressé. Soit vous avez des systèmes de réduction d'impôts ou de crédit d'impôt, et ça, c'est pas vraiment l'objet du débat, et je pense pas que ça sera le centre des questions de cette commission. Et puis vous avez enfin tout ce qui est, vous avez rappelé en introduction, tout ce qui est pour moi plus du fantasme, qui est les liquidités dans les sociétés holding, puisque là on parle des revenus. On a vu d'ailleurs sur la nouvelle mouture du budget 2026, on fait sortir des holdings tout ce qui est biens somptuaires, avec cette idée qu'on utilisait les holdings à mauvais escient. En tout cas, c'était un petit peu ce qui ressortait des échanges. Oui, en réalité, le droit positif a déjà tout un tas de dispositifs, l'acte anormal de gestion, l'abus de biens sociaux, etc. Un arsenal législatif qui est extrêmement puissant, l'un des plus puissants sur la planète, pour lutter contre des pratiques qui pourraient être considérées comme abusives. Donc, c'est pour ça que je dis... Rien de nouveau. Rien de nouveau, c'est un faux débat. Il y a beaucoup de politique et d'idéologie dans ces débats, et je pense que le rôle des experts, le rôle des médias, c'est d'éclairer ces débats et d'apporter des données très factuelles et d'apaiser le débat de façon très, très rationnelle et raisonnable en réalité. Je vous pose la question de but en blanc, Benoît Dambre. Les
plus hauts revenus sont-ils des fraudeurs fiscaux tels qu'on pourrait le lire de temps en temps dans les médias? Absolument pas. Déjà, en tant qu'avocat, on a une déontologie assez stricte, enfin très stricte, auquel on est soumise, une exigence de probité. Et lorsque on accompagne ces clients-là, leur problématique, elle n'est absolument pas ni l'optimisation fiscale d'ailleurs, et encore moins la fraude. La fraude, c'est du pénal. Bien sûr. Elle a été renforcée par la loi du 23 octobre 2018 et encore par la loi qui est en cours d'adoption de lutte contre les fraudes sociales et fiscales. On a encore un nouveau renversement qui est aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Donc, voilà, en France, les hauts patrimoines ne sont pas des fraudeurs. Ils sont assez peu nombreux par rapport à nos voisins, et on en a en réalité plus besoin qu'autre chose. Quand on voit les questionnements autour du pacte Dutreil, par exemple, qui a beaucoup été regardé simplement sous l'angle du cadeau fiscal qui était fait à celui qui transmettait ou celui qui récupérait l'entreprise, est-ce qu'on regarde vraiment la situation de la transmission d'entreprise dans sa globalité ? Nicolas, c'est une ineptie totale. On avait Renaud Dutreil qui nous disait la même chose à votre place. C'est un faux débat. Le pacte Dutreil, c'est un enjeu, et je pense que Renaud Dutreil l'a très bien dit également, de souveraineté en réalité, de souveraineté nationale. Quand vous prenez l'histoire fiscale entre 83 et 2000, on a multiplié par 2 le taux. Avant, on est passé à 40. Aujourd'hui, on est à 45%. Vous ne pouvez pas transmettre une entreprise familiale, puisqu'on parle de ça, avec un taux à 45%. Vous êtes obligé de vendre. Aujourd'hui, en France, on a 14% des entreprises familiales qui sont transmises, 86% qui sont cédées. Donc, le Dutreil, à partir de 2000, ça fait 26 ans, il a été modifié 18 fois, oui. Le Dutreil, il est fait là pour préserver cet outil qui est absolument indispensable au tissu industriel français. C'est aussi simple que ça. D'accord. Et le rapport de la Cour des comptes qui le chiffrait à 5 milliards sur 2024, si ma mémoire est bonne, les chiffres sont tout à fait contestables. Et puis c'était peut-être, comme le dit le rapport de la Cour des comptes, encore une fois, une transmission sur cette année-là. Le vrai coût fiscal, mais en fait, j'aime pas ce terme-là parce qu'il est faux, c'est plutôt autour de 900 à 1 milliard d'euros. Mais c'est très difficile à apprécier. On avait un avocat, ou CGP d'ailleurs, sur ce plateau, qui nous disait que si les chiffres augmentaient en matière de coûts pour l'État français, c'est parce que plus on disait qu'on allait le remettre en cause, plus les gens utilisaient le pacte Dutreil également. C'est ce qui s'est passé notamment en 2024, avec des annonces sur le durcissement du pacte Dutreil qui ont accéléré un certain nombre de transmissions. Mais ce n'est pas la seule explication. Encore une fois, lorsque vous comparez avec nos voisins européens, 70% de transmission de boîtes familiales en Italie, je crois 55% en Allemagne, 14% en France, vous voyez qu'on a un tissu d'entreprises de taille intermédiaire qui est trop faible parce que effectivement elles sont souvent cédées plutôt que transmises à cause de cette fiscalité-là qui, je le rappelle, s'ajoute à des règles de dévolution successorale qui sont obligatoires, ce qui complique encore plus le schéma par rapport à nos voisins. D'accord. Nous, on a la double lame. La lame des règles de la réserve héréditaire et ensuite les règles fiscales qui sont, encore une fois, les plus élevées au monde. Donc, je pense qu'on a besoin de lisibilité, c'est un dispositif qui est éminemment complexe, on a besoin de sécurité, on a besoin de prévisibilité. Lorsque vous transmettez une entreprise avec un pacte Dutreil, vous en prenez pour 10 ans. D'accord. 10 ans, compte tenu des règles de prescription et des engagements. C'est extrêmement long, c'est extrêmement lourd. Le dispositif, il est comme il a été encore durci en février 2026. Nos clients l'utilisent pour transmettre, pour maintenir l'outil industriel en France. C'est extrêmement important à rappeler. Et donc, bien sûr, l'emploi. Un mot quand même de cette commission. Donc, je le rappelle, le titre c'est l'imposition des plus hauts patrimoines et des revenus les plus élevés, leur contribution au financement des services publics. Est-ce qu'il faut différencier enjeux fiscaux et enjeux économiques quand on parle effectivement des plus hauts revenus en France ? Alors, je ne suis pas sûr. En revanche, il y a une discussion qui peut avoir lieu, parce qu'on parle de haut revenu, on parle aussi de haut patrimoine. Bien sûr. On a une sorte de fantasme qui vise à vouloir taxer les successions des baby-boomers qui vont arriver dans les années... Chiffres faramineux avec des chiffres faramineux. Qui vont passer d'une génération à l'autre. Je pense que c'est assez dangereux, parce que
il faut rentrer dans le détail et on ne taxe pas de la même façon l'outil professionnel et l'outil non professionnel. D'accord. Or, dans les propositions et les débats qu'on voit fleurir ici et là, il y a une grande confusion autour de ce qu'est le patrimoine. Le patrimoine, il est là pour produire des revenus. Les revenus, ils sont taxés. Donc, on peut taxer le flux et taxer le stock et la transmission. Il faut être extrêmement prudent lorsqu'on est déjà sur le podium des pays qui prélèvent le plus au niveau mondial, en fait. Si la solution, c'était de taxer plus, on serait champion du monde et non pas au rang où on est aujourd'hui, c'était à peu près 26e en PIB par habitant. Très rapidement, en quelques secondes, Benoît Dambre, quand on a des discussions comme celle-là qu'on avait déjà sur le projet de loi de finances 2026 à l'approche des présidentielles bientôt, quand on met en place des stratégies fiscales, on les rend évolutives en lien avec ce qui pourrait arriver sur les prochains projets de loi de finances ? La stratégie fiscale, c'est pas au mois le mois. Ça s'inscrit, comme je vous le disais, par exemple, dans une transmission sur 6 ans, 10 ans. Donc, effectivement, une élection présidentielle crée de l'incertitude, de l'inquiétude et retarde en fait beaucoup d'opérations. Et c'est ça qu'il faut précisément éviter. Parce qu'on attend d'avoir peut-être un petit peu plus de stabilité sur le sujet. Tout à fait. Il y a beaucoup d'attentisme en ce moment chez nos clients et il faut de l'horizon pour pouvoir anticiper. Il faut des règles claires et stables. Merci Benoît Dambre. Je rappelle que vous êtes avocat en droit fiscal chez Andersen. Merci beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.